était, les amis, à un poil de cul, à une boule tirée de voir un Real Madrid FC Barcelone en 8e de finale de Copa del Rey cette saison, parce que les tirages au sort, bien sûr, ont été effectués. Je vous montre maintenant les résultats pour ceux peut-être qui les auraient manqués. On a notamment Pontevedra Retafe, Ourense Valencia, Almeria Leganés, Elche Atlético Madrid, Real Madrid Celta de Vigo, Barça Betis, Real Sociedad Rayo Vallecano et Athletic Bilbao Osasuna. La boule du Barça, elle a été tirée juste après celle du Celta de Vigo et ça aurait pu être drôle. Parce que là en ce moment avec l'actualité, avec la possible inscription de Dani Olmo finalement qui pourrait être jugé par la justice entre guillemets au-delà de la Liga et la Fédération espagnole qui avait refusé ça, Olmo qui pourrait être inscrit non pas pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne qui va être jouée bien sûr ce soir contre Bilbao avec le Barça, mais qui pourrait pourquoi pas jouer une hypothétique finale pour après jouer la suite de la saison. Et moi ça m'aurait fait rire que même si Olmo est inscrit, on puisse les battre autant en Supercoupe d'Espagne entre-temps qu'en Copa del Rey, histoire de leur montrer que nous, les supporters du Real, on n'a pas peur de Dani Olmo, que personne n'a peur de Dani Olmo et ses Barcelone, et qu'on pourrait en plus avoir cette joie de les priver de 1 ou 2 titres en même pas quelques semaines. Ça aurait été plutôt pas mal, parce que je suis persuadé qu'à la fin de saison, le Real Madrid remportera beaucoup plus de trophées que le Barça, qui je pense n'en remportera que 1, et le seul à mon avis qu'ils peuvent remporter, c'est soit la Supercopa ou la Copa del Rey, mais ils pourront pas remporter un énorme titre majeur comme la Liga ou la Ligue des Champions, ça j'en suis persuadé. Mais au-delà de cette petite taquinerie entre rivaux évidemment, le Real Madrid tu vois qui tire le Celta à domicile, même si le Celta c'est une équipe qui peut quand ils le veulent et encore plus sur 90 minutes jouer un très bon football, voire des fois te jouer un football meilleur que le tien, malgré la différence technique, la différence individuelle et collective, ça reste une équipe de Liga assez importante qui a toujours su bien jouer contre les gros en général. Il y a la Copa del Rey, vous connaissez le Real, c'est une compétition que bien malgré nous parfois on se sabote tout seul, et malheureusement c'est une compétition dans laquelle des fois on peut aller super loin, mais des fois on s'arrête dès le 8e et les quarts, parce que soit on prend pas les choses au sérieux, soit simplement les joueurs sont fatigués, soit il y a une gestion un peu calamiteuse des efforts dans l'effectif, ou des fois t'as un match où l'équipe adverse elle a simplement toute la réussite du monde. Je me rappelle des saisons en Copa del Rey où on prend des buts de 25 mètres, où on prend un carton rouge assez rapidement, où on prend des pénaltys, etc., où simplement on a des malchances pas possibles et on prend des buts sur la rare occasion adverse, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver sur 90 minutes, et c'est aussi ça, la magie de la Coupe d'Espagne, la magie de la Coupe de France, Coupe d'Italie, ce que tu veux. Et c'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est pas toujours l'équipe qui a le meilleur budget qui gagne. Et c'est avant tout ça, voilà, c'est le football, et j'espère quand même que cette année, on pourra rêver au plus possible de faire le 7 sur 7 en termes de trophées. On en a déjà 2, peut-être 3, je l'espère, d'ici la fin de semaine avec la Supercoupe d'Espagne. Et là, la Copa del Rey, avec 2 tours ce mois-ci, tu peux aller jusqu'en quart de finale d'ici la fin du mois. Donc tu vois, c'est quand même aussi, dès le mois de janvier, un signal comme quoi t'es plus très loin potentiellement d'un autre trophée. Même si le chemin à partir des quarts est encore long, parce que t'as le quart à jouer, les demi-finales aller-retour et la finale, mais c'est quand même, tu vois, à 3-4 matchs d'un titre, c'est quasiment rien. On se met d'accord. Mais en tout cas, voilà, cette Copa del Rey qui va être assez intéressante. Moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de dégâts de part et d'autre, hein, parce que là, je vois quand même beaucoup d'équipes de première division qui affrontent forcément des équipes de 2 ou 3e division. Et honnêtement, bon, à part l'Atlético Madrid, que je vois bien quand même être sérieux et battre Elche, je pense largement que Almeria peut battre Leganés, que Valencia, qui fait pas une super saison, mais qui a quand même changé de coach il y a pas longtemps, bon, eux, à la limite, je les vois pas ne pas passer, mais c'est plutôt Retafe et Leganés, à mon avis, que je vois tomber dans les filets des équipes de 2-3e division. Et puis voilà, après derrière, t'auras forcément des surprises. Et puis je pense qu'on aura quand même une très belle Copa del Rey, comme je l'ai dit l'autre jour, avec des équipes déterminées. T'as Bilbao qui remet son titre en jeu. Et je pense que de tour en tour, même s'il y a déjà eu des dégâts parmi les équipes de première division, c'est une compétition qui est de moins en moins prise à la légère à mon sens, et qui franchement peut offrir de belles surprises et du spectacle cette saison. Je voulais aussi revenir sur une rumeur mercato qui est arrivée aujourd'hui ou hier soir, peu importe, suivant les médias et tout. Ederson, le joueur de l'Atalanta, serait vu comme potentiellement recrutable par le Real Madrid pour l'été 2025, un joueur qui viendrait pour 60 millions d'euros à peu près, dans le cas où le Real Madrid raterait l'occasion Zubimendi. Zubimendi, on en a parlé dans le podcast hier avec Chronique Foot et Real France, on en avait déjà parlé sur ma chaîne il y a quelques temps, dans la vidéo des joueurs qu'en tout cas que le Real Madrid devrait viser à mon sens en 2025. Zubimendi, c'est un joueur qui, en tant qu'Espagnol, est forcément visé par Pérez pour espagnoliser un peu plus l'effectif, retrouver un peu de la présence en sélection espagnole, mais surtout qui est vu comme un successeur légitime à Toni Kroos, dans le sens où c'est quelqu'un
qui, placé devant la défense, est capable de bien organiser le jeu, de gérer le tempo du match. C'est quelqu'un qui récupère en plus beaucoup de ballons, qui est quand même plus rapide qu'un Toni Kroos, qui intervient énormément en sachant bien sûr jouer debout, même en taclant par moments s'il le faut. Quelqu'un qui est rarement dépassé parce qu'il a un positionnement assez intéressant. Il sait parfaitement aussi s'assurer que la relance soit bonne, toujours disponible tel un Ceballos en tant que premier ou second relanceur. Et c'est quelqu'un qui, autant dans le jeu long que le jeu court, est très bon. Zubimendi, c'est pas quelqu'un par contre qui va se projeter pour aller terminer lui-même des occasions parce qu'il est positionné trop bas, mais quelqu'un qui va un petit peu comme un Rodri si tu veux, gérer ce tempo, gérer la construction plus que la finition, même si Rodri à City c'est encore un rôle supplémentaire parce que lui peut même terminer les occasions, mais Zubimendi c'est plus reculé, c'est du coup plus un hybride Rodri-Kroos à la limite, mais pour moi Zubimendi, en termes de qualité technique, en termes de qualité aussi globale de joueur qu'il est, c'est un peu tout ce qui manque, ou simplement c'est ce qui nous compléterait parfaitement au Real Madrid. Quand tu sais que Modric va partir, quand tu sais que, que Ceballos est pas sûr de rester, ça dépendra bien sûr le temps de jeu qu'il va avoir, l'importance de jeu qu'il va avoir dans les échéances qui arriveront d'ici la fin de l'année, parce qu'il a un contrat jusqu'à 2027 et il resterait pas, je pense, une année de plus en étant quasiment sur le banc la plupart du temps, même si en ce moment il monte en puissance et ça fait plaisir de le voir monter en puissance parce que quand il est pas blessé et discipliné et régulier, c'est quelqu'un qui assure énormément de choses au Real et qui permet à Camavinga peut-être de jouer un peu plus haut, ou même si des fois Camavinga on s'en sert comme arrière gauche, ça permet au Real Madrid de multiplier ses forces, de multiplier ses stratégies et ses tactiques avec parfois un double pivot avec Valverde, avec un milieu de terrain plus dense, plus technique, plus physique, et c'est quand même plutôt cool d'avoir plusieurs cartouches comme ça et s'adapter à l'adversaire en cas de besoin, quand t'as la balle ou quand tu l'as pas. Mais tu vois, Zubimendi, pour moi, en tant que joueur qui a 25 ans, qui a de l'expérience, et ce sera clairement pas un joueur digne d'un Ilharamendi qui avait trop de pression, qui avait pas tenu la pression du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est ciblé quand même par City, par le Real, et si City ne l'achète pas dès cet hiver pour remplacer Rodri, parce qu'ils ont besoin quand même de recrues City par rapport à toutes leurs blessures et tout, pour moi, le Real aurait tort de laisser filer Zubimendi. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, on est sur Ederson, qui coûterait la même somme que Zubimendi, qui est un joueur brésilien avec aussi un fort potentiel, pour moi, aller chercher en Espagne des priorités comme Zubimendi, qui a un profil plus dans ce qu'on a besoin, c'est plus intéressant. Pas parce que Ederson est brésilien que je dis ça, mais dans le sens que Ederson, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, pourtant on a joué contre lui 2 fois cette saison en Supercoupe d'Europe et en Ligue des Champions, c'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal sur le terrain par ses capacités athlétiques, qui récupère beaucoup de ballons, qui se projette énormément et tout, mais aujourd'hui, Ederson, il a plus ce profil que l'on a déjà par exemple avec Valverde et Camavinga. Quelqu'un qui certes est plus devant la défense que plus haut, mais qui ressemble trop à ce qu'on a déjà. Et pour moi, dans sa capacité, même si c'est un bon relanceur de base, c'est pas quelqu'un qui peut dicter un tempo. C'est pas quelqu'un qui peut dicter le rythme d'une équipe. C'est pas quelqu'un qui va contrôler quand ça va pas et qui va simplement utiliser sa qualité technique au service du collectif. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un, Ederson, que tu peux mettre à la limite dans un double pivot, qui va servir tel un Casemiro à courir beaucoup, à récupérer des ballons, qui peut se projeter par moment, mais qui va pas t'assurer cet équilibre dans le sens technique. Et pour moi, dans des profils que l'on a, on est déjà plus physique que technique, et donc c'est plus intéressant d'avoir un Zubimendi. Après, Ederson, tu me le ramènes. Évidemment qu'on va pas te dire non, parce que à la limite pour faire le jeu, t'as Jude Bellingham et t'as parfois Camavinga qui est quand même assez technique. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi aujourd'hui, on est plus à la recherche d'un profil à la Toni Kroos qu'autre chose. Imagine, je te pose un cadre, t'as Zubimendi qui arrive, tu peux faire Zubimendi en 6, Kama à gauche, Valverde à droite, Jude Bellingham positionné en numéro 10, derrière Vinicius Kylian, Rodrigo Vinicius, Rodrigo Kylian, qui tu veux, tu vois. Mais globalement, t'aurais cette capacité Zubimendi d'exploiter plus les capacités de Camavinga qu'avec Ederson qui déjà fera en fait le même boulot. Et en fait, qui ont quasiment les mêmes zones d'influence. En plus, quand tu regardes les statistiques au même poste de Ederson et Zubimendi, même si c'est pas les mêmes compétitions, qu'ils ont pas les mêmes équipes et tout, les statistiques sont quand même plus en faveur, que ce soit en défense, en attaque, en passe et globalement, de Zubimendi.
Il est quand même plus régulier, il joue un peu plus, et même dans un championnat où pourtant la Sociedad est loin d'être souveraine comparée à l'Atalanta, qui a quand même un statut beaucoup plus important en Serie A que la Sociedad en Espagne. L'Atalanta qui est quand même une équipe aujourd'hui qui se bat pour les premières places, qui fait quand même un très bon début de saison à tous les niveaux, qui a perdu en demi-finale de Supercoupe d'Italie, qui est quand même allé plus ou moins loin en Coupe d'Italie aussi, mais qui a quand même ces dernières saisons pas mal rayonné sous Gasperini. Pour moi, tu vois, il n'y a pas photo. Un mec qui, dans une équipe qui est loin d'être en difficulté, a une moins bonne moyenne de stats globale et d'influence de jeu qu'un autre joueur qui joue pas forcément le haut de tableau, ou du moins qui joue pas forcément les trophées et tout. Moi, je trouve que c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte. Après, les deux joueurs, comme je disais, coûtent à peu près la même somme. Et les deux joueurs sont les bienvenus à Madrid. Ça, y a pas de souci. Moi, on me propose l'un, on me propose l'autre. Je fais ma préférence. Mais dans tous les cas, tu me proposes l'un ou l'autre. Et ben, tant mieux, je prends les deux, hein, s'il faut. Hein. Mais globalement, si j'ai mon mot à dire, c'est vraiment dans l'aspect complémentarité. Et moi, je trouve que les gens ici oublient énormément cet aspect-là. On veut empiler les noms pour empiler les noms, tout comme ceux, par exemple, d'entre vous qui voulaient Florian Wirtz. Wirtz, je sais plus comment on prononce, Florian Wirtz. Ok, c'est intéressant. C'est un joueur d'avenir, il est technique, etc. Il est un joueur différentiel, il marque des buts, il fait des passes D, pas de souci. Mais un Florian Wirtz, aujourd'hui au Real Madrid, tu le mets où? Tu le mets où? À moins de faire reculer Bellingham et tu le mets après en 10 derrière les attaquants, je vois pas où tu le mets, Florian Wirtz. Et même, faire reculer Bellingham, c'est le brider un petit peu. Parce qu'on sait très bien que sa zone d'influence, c'est quand il est au milieu de terrain et qu'il peut se projeter pour aller plus haut. Tel un numéro 10 ou ce que tu veux. Ou limite comme un deuxième ou troisième attaquant, tu vois. Donc forcément, empiler les talents, ça peut être une bonne chose, mais empiler des talents similaires, à la fin, c'est juste brider les uns et les autres et les frustrer. Et paralyser le jeu de l'équipe autant que la tactique globale de l'effectif. Et on a vu ce que ça donnait depuis le début de saison, quand des joueurs sont bridés, pas au bon poste et pas à la bonne place, et à quel point ça pouvait nuire simplement au résultat. Donc pour moi, Ederson ou Zubimendi, je le répète, pourquoi pas l'un des deux? Franchement, peu importe. Moi, je suis content des deux profils de joueurs, de leurs compétences, de leur âge, de leur marge de progression, ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils apportent déjà dans leur équipe respective. C'est vraiment très bien, même si Ederson s'est pas encore imposé, en tout cas avec la sélection brésilienne, tout comme Zubimendi s'impose de plus en plus en sélection espagnole. Forcément, après, c'est pas la même concurrence, évidemment. Mais pour moi, les deux aujourd'hui peuvent apporter, mais Zubimendi apporterait plus qu'un Ederson. Voilà. En tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous. Cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu et en tout cas à bientôt, dont ce soir, pour d'autres vidéos avec les débriefs de la Super Coupe d'Espagne. Ciao les gars!